Europe 1 Soir. 18h37, c'est l'heure de l'invité d'Europe 1 Soir avec vous, Pierre de Villeneuve. Bonsoir Marie-Arlette Carlotti. Bonsoir. Vous faites partie de ces ministres qui ne sont pas forcément au devant de la scène, contrairement à d'autres. Le clash Valls-Taubira, vous l'avez vécu comment ? Bon, je trouve que c'est un clash qui a été monté en épingle parce qu'il s'agit de deux ministres de premier plan et de deux ministres régaliens. Mais ceci dit, des divergences, des points de vue différents, il y en a tout le temps. On discute, on débat et c'est tranché à la fin par le Premier ministre dans le droit fil des orientations que fixe le président de la République. Qui a arrondi les angles, Donc, Jean-Marc Ayrault. C'est-à-dire que moi, ce qui m'ennuie le plus, c'est qu'au moment où on devrait parler, en plein été, d'une croissance assez exceptionnelle, même si on doit rester modeste. On en a parlé, hein. Très peu, justement. On a parlé de ça en même temps. On devrait parler aussi du fait que c'est une croissance qui est plus en pointe que le reste de l'Europe. On en a parlé hier avec Pierre Moscovici qui était invité du journal. Vous avez raison, mais globalement, je ne parle pas forcément de votre antenne, mais globalement, on aurait dû voir comment on consolide notre politique. Est-ce que ça nous donne des forces pour continuer ? Elle ne vient pas de l'opération du Saint-Esprit, cette croissance. Elle vient réellement, ce n'est pas un hasard. Elle vient véritablement d'une politique que nous avons menée. On aurait dû parler de ça. Et on a beaucoup parlé d'une espèce de clash, de catastrophe au sommet de l'État. C'est pas le premier couac du gouvernement, c'est normal qu'on en parle, Marie-Arlette. Non, je trouve que... Non, on en a parlé parce qu'il s'agit de deux ministres, je vous le répète, régaliens. De premier plan et régaliens. Et d'ailleurs, est-ce que vous ne trouvez pas normal plutôt anormal qu'il y ait un ministre de l'aile gauche qui soit garde des Sceaux et un ministre de l'aile droite qui soit ministre de l'Intérieur, alors qu'on sait fatalement dès le début, quand on compose le gouvernement, qu'un jour il va y avoir un clash sur une réforme comme celle-ci. Mais dans tous les membres du gouvernement, on a notre propre champ de compétences. Et je trouve qu'ils sont très bien dans leur rôle chacun. D'ailleurs, dans la réforme, c'est normal à la fois de s'interroger sur une autre façon de punir dans ce pays que la peine de prison. C'est normal qu'on pose la question. C'est normal aussi parce que les besoins des Français, c'est aussi la sécurité et avant tout de la sécurité. Ils en ont besoin. Tous les sondages nous le montrent. C'est et normal vous, d'ailleurs, aussi votre opinion, vous êtes plutôt Taubira, plutôt Valls sur cette réforme pénale ? Mais justement, c'est vraiment, laissez-moi finir, c'est normal aussi de s'interroger sur la lutte contre la récidive. Parce qu'il y a un vrai problème sur cette question. Et comme l'a dit et l'a rappelé le Premier ministre, 80% des gens qui sortent de prison n'ont pas de suivi, n'ont pas d'accompagnement, ce qui fait remonter la récidive. Donc moi, je souhaite faire... Vous savez, dans le Parti socialiste, on n'est pas laxiste. On est un parti d'élus locaux, de terrain. Donc on comprend la situation. On sait véritablement que le débat de la gauche laxiste et la droite répressive, c'est pas vrai. Sauf qu'on veut mêler les deux. On veut faire de la prévention et de la répression. Donc je ne répondrai pas à cette question parce que ça veut dire que ça nous met dans un espèce de clivage, on met une guerre au sein du gouvernement. Elle n'a pas lieu d'être. L'arbitrage sera fait et sera fait en fonction de l'intérêt des Français. Votre mission, à vous, entre autres, est d'être en charge de la lutte contre l'exclusion. Aujourd'hui, 15 août, journée de solidarité. Alors, on est maintenant le soir, il est 18h35. Vous étiez sur le terrain ce matin. Vous avez fait quoi exactement ? Je suis allée voir ceux qui ont d'autres soucis que, partir en vacances, 2, y compris les Français qui partent en vacances avec des difficultés financières, ceux qui ne peuvent pas partir. Moi, ce que je suis allée voir aujourd'hui, c'est ceux qui n'ont qu'autre souci que de dormir ce soir quelque part. Voilà, qui sont dans la rue, à Paris, à Marseille ou ailleurs, mais surtout dans les grandes villes. 150, 140 000 en France qui sont des sans-abri. Parmi eux, 30 000 enfants. 30 000 enfants. Donc, ce n'est pas acceptable. Donc, on a pris des dispositions. Vous savez que le Premier ministre a annoncé, lors du plan de lutte contre la pauvreté, qu'on a présenté le 21 janvier de cette année, qu'il ferait la fin de la politique du thermomètre. On ne ferme pas, on n'ouvre pas des lieux d'hébergement l'hiver pour les fermer au mois de mars. Et je suis allée visiter ce matin un établissement qui est resté ouvert. J'ai ramené d'ailleurs, je vais lui donner une lettre qu'ils avaient fait au mois de mars, les gens qui étaient hébergés, au président de la République pour leur supplier en disant « laissez-nous un toit, y compris l'été ». Donc je suis allée voir ça. Je suis allée voir des gens... Surtout qu'on sait que les SDF meurent plus en été qu'en hiver. Absolument, ça, vous avez raison. Alors, on ne connaît pas bien les chiffres, ce qui est un peu lamentable aussi. On pense vous allez travailler là-dessus, justement ? Il faut qu'on connaisse mieux les chiffres. Il faut que je suis allée voir aussi sur le terrain ce que je peux améliorer. Et notamment des SDF qui ont dans une situation de problèmes psychiatriques, etc., où on n'a pas assez de synergie et de passerelle entre le secteur santé et le secteur social. Et donc, je vais en parler à Marisol Touraine. Jusqu'où on a les pouvoirs d'aider ces gens-là ? Jusqu'où est-ce qu'on dit, vous savez, le prédécesseur de François Hollande disait on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Jusqu'où le gouvernement, en l'occurrence socialiste, est prêt à aider ces gens-là ? On a fait un plan pauvreté.
on ne peut pas aider ces gens-là en disant tel jour, telle heure, on fera baisser la misère en France de tant de pourcents. Je trouve que ce genre d'affichage est stupide parce qu'on peut avancer une année, un mois après reculer, c'est très long, c'est très compliqué. D'abord, on se bat pour l'emploi, on se bat pour sortir de la crise, excusez-moi de revenir aux fondamentaux, mais c'est quand même important. Mais au-delà de ça, on sait qu'il y en a qui sont des précaires. Et on ne les laisse pas sur le bas-côté du chemin. Donc on crée des établissements et des hébergements d'urgence, ce qu'on a fait en mettant des moyens financiers. Et sachez que nous allons en créer encore 1000 places dans l'ensemble du pays d'ici fin 2013, début 2014, et encore 1000 places supplémentaires et encore 1000 places d'ici fin 2014. Les choses sont budgétisées, financées. Donc, on va avancer sur l'hébergement. Il faut qu'on avance sur les questions particulières d'accès aux soins de ces personnes. Vous en parliez tout à l'heure. Je veux avancer aussi, comme je le fais dans mon domaine d'intervention. On augmente le RSA socle au 1er septembre de cette année. Chaque année, désormais... On va en parler tout à l'heure du RSA. Voilà, donc c'est des choses qui sont... On agit concrètement sur le terrain. L'établissement que je suis allée voir ce matin, il devait fermer. Il a été ouvert de façon provisoire, en plus, dans un lieu qui appartient à l'armée, qui va être vendu très peu cher à la ville de Paris pour construire plus tard du logement social. Et plutôt que de laisser un bâtiment à l'abandon, on y installe un logement d'urgence. Voilà donc la journée du 15 août de Marie-Arlette Carlotti. Maintenant, retour à Marseille. Retour quelques jours pour me reposer en Corse. Ah, vous avez le droit ? Je le prends. Oui, vous le prenez. Mais ne le répétez à personne. Vous restez à 2 heures de Paris, joignable comme l'a demandé François Hollande. Encore, c'est à 2 heures de Paris. Le portable fonctionne, ça ira. Il me pardonnera. Si je vous ai lancé la perche sur Marseille, c'est que beaucoup de gens disent que vous êtes très intéressé à Marseille, presque plus que par votre rôle de ministre. Vous le vivez comment, ces critiques ? Non, peu de gens disent plus que mon rôle de ministre, parce que je fais mon travail de ministre. Honnêtement, quand j'ai une responsabilité... Je parle de certains observateurs, pas forcément c'est des mauvais observateurs. Parce que franchement, je travaille... Je vais venir sur mon rôle de ministre 3 secondes et après je vous parlerai de Marseille parce qu'effectivement ça me tient à cœur. Mon rôle de ministre, j'ai un gros dossier à la rentrée, c'est les assistants de vie scolaire. Quelque chose qu'on a prévu depuis longtemps qui n'est jamais fait. Pour la première fois, on va sortir un projet qui professionnalise l'accompagnement des enfants en situation de handicap à l'école. J'ai l'enjeu de l'accessibilité au 1er janvier 2015 qui va s'appliquer. La loi de 2005 s'applique. Rien n'a été fait. On n'a pas beaucoup bougé. Comment je vais passer ce cap ? On va prendre des dispositions. Je parle de la garantie jeune qui va prendre en charge les décalés des décalés. Non. Et je fais le comité interministériel du handicap avec le Premier ministre le 15 septembre. Je fais mon boulot de ministre. Et pendant ce temps-là, vous êtes aussi candidate à la primaire de Marseille. Mais bien sûr, j'ai un tropisme marseillais. J'habite cette ville. J'y ai laissé mon mari. Je l'ai abandonné pour venir être ministre. J'y suis tous les week-ends. C'est ma ville. Et cette ville, c'est un enjeu national. C'est un enjeu pour la France, Marseille. Elle a une situation telle au bord de Méditerranée que si la France s'empare de cette ville pour en faire un atout, c'est un atout formidable. Voilà, comment on fait ? Parce que pour l'instant, franchement, Marseille, ça ne fait pas rêver quand on voit les choses qui s'y passent. Ça ne fait pas rêver quand vous êtes de loin. D'abord, ça fait un peu rêver. N'exagérez pas. Marseille, capitale européenne de la culture. Il y a des gens Je qui se font vous tuer, demande de Madame venir. le ministre. Venez au MUSEM. Venez regarder tout ce qui se passe à Marseille. Et effectivement, Marseille ne rebondira vraiment. Qu'est-ce qu'on fait contre la criminalité ? Vous avez raison, Marseille rebondira que si on lutte contre l'insécurité dans cette ville. Comment on fait ? 2 choses. Il y a des formes différentes. D'abord, ce que fait Manuel Valls dans les quartiers. Le démantèlement des réseaux mafieux. Il parle, c'est suffisant ? Non, il vient pas, il parle pas. Il fait autre chose que parler. Il a mis en place un préfet de police. Il a mis 300 postes de police nationale de plus, alors qu'on en avait supprimé autant dans le gouvernement précédent. Il a créé des zones de sécurité prioritaires qui sont dans des lieux particuliers. Ça peut pas être étendu à tout Marseille. C'est quoi, les quartiers nord ? C'est les quartiers nord et les quartiers sud. Dans certaines cités, des quartiers nord et des quartiers sud. Parce que là, il y a des réseaux mafieux. Ça veut dire qu'ils arrivent, qu'ils encadrent, qu'ils travaillent d'ailleurs avec la justice, main dans la main sur cette question. Il l'a créé de concert avec Taubira, les zones de sécurité prioritaires. Ils arrivent dans les quartiers, ils remontent les réseaux, ils démantèlent, ils vont jusqu'aux délinquants, parce que c'est bien beau d'attaquer les petits jeunes. Ça fonctionne ? Ça marche ? On a des premiers résultats ? On a des premiers résultats. On a démantelé des trafics de cam. Des premiers résultats arrivent. Ça prend du temps. Et puis, il y a l'autre forme de délinquance, celle qui est répandue dans les quartiers, l'arrachage de colliers, le vol. Le vol à la tire, voilà. Ça, armée. c'est extrêmement douloureux pour les Marseillais. Les Marseillais ne veulent plus de ça. Pour leurs enfants, pour eux-mêmes et pour l'image de la ville. Alors là, moi, je propose qu'on se mette tous autour d'une table. J'en ai assez des déclarations intempestives, de la surenchère sur cette question, qu'elle soit de droite. Des déclarations de qui ? Qu'elle soit de droite ou de gauche. De Manuel Valls, qui vient faire des beaux discours. Non, je ne parlais pas de Manuel Valls. Non, Manuel Valls a le droit de faire des discours puisqu'il agit.
il agit. Le préfet de police, les forces de l'ordre à Marseille ont des résultats. Sur la police de proximité, il faut aller plus loin. Et donc, effectivement, les élus locaux ne peuvent pas se contenter d'interpeller Manuel Valls. Voilà, c'est pas le Messie. Ils doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes, Alors, chacun où on est. Autour de la table. Et On dit se met quoi autour de la table, on fait un nouveau contrat avec la police nationale, on regarde si on peut renforcer les forces de l'ordre locales, la police locale. On peut. Mais bien sûr, on est en dessous de tous les quotas. On a 2 fois moins de policiers locaux qu'à Lyon, alors qu'on a 2 fois plus de population. Voilà, il paraît qu'il ne faut pas que je cite Nice, mais comme c'est le même parti politique que Gaudin, je le cite. 3 fois plus de policiers à Nice et 3 fois plus de population à Marseille. C'est quand même un problème. On se concerte. On fait attention, on crée des forces de police de proximité, on travaille ensemble, on développe les caméras de vidéosurveillance, on développe une protection de nuit parce qu'on est un peu perdu dans la nuit. Or, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui prennent le bus, qui rentrent chez eux. On a parlé des quartiers nord, on a parlé des quartiers sud. Le jeune Jérémy a été tué, on le sait, par un déséquilibré, donc ça en fait un cas isolé, mais dans un quartier où on ne suspectait pas ça. Est-ce qu'il y a une contagion de la criminalité de ces quartiers nord, quartiers sud, à tout Marseille et à toute la région? Non. Il y a plusieurs formes de délinquance. Je vous ai dit, dans les quartiers nord, il y a des réseaux. Mais pas de contagion. Non, il y a de la délinquance. Ça donne pas des mauvaises idées à d'autres. Ah ben, ça donne peut-être des mauvaises idées à des jeunes qui n'ont aucune solution d'autre, parce que la délinquance, elle vise sur la misère, elle se relève sur la misère. Et quand un petit jeune qui regarde à l'entrée d'une cité, surveille pour tout un réseau l'entrée d'une cité, qui gagne 2 fois plus que le père ou le grand-père ou le frère aîné, qui lui est allé à l'école, c'est un vrai problème. Donc prenons en charge aussi la prévention, formons ces jeunes, cadrons-les, amenons-les vers une responsabilité en ayant un travail. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas que le ministre de l'Intérieur. Tout le monde doit s'occuper de la sécurité dans cette ville. Et vous aussi, j'imagine, puisque vous êtes membre du gouvernement. L'une de vos réformes, on l'a dit, c'est le RSA. Faut-il le réévaluer? Faut-il le coupler avec la prime pour l'emploi? Ça, vous avez dit qu'il y avait une question de calendrier, mais que vous n'étiez pas forcément contre. Alors, il y a 2 choses. D'abord, on va augmenter le RSA socle, le RSA de base que touche tout le monde. 450 €. Il va passer à 493 € au 1er septembre. Et il va augmenter à partir de maintenant tous les 1er septembre pendant 5 ans. Au-delà de l'augmentation qui a lieu tous les ans pour l'inflation. Ça, ensuite, c'est pour le socle. Cette proposition de Christophe Sirugue de rallier les deux pour en faire une seule et même prime. Absolument. Alors là, c'est une proposition qu'on a fait dans le cadre du plan de pauvreté. On va augmenter le RSA socle, mais il faut aussi accompagner ceux qui sont à la recherche d'un emploi, les aider parce qu'ils gagnent un petit salaire. Et ça veut dire qu'il y a 2 dispositifs qui étaient en parallèle, RSA activité, prime pour l'emploi. C'est pas très opérationnel. Il y a un taux de non-recours au RSA activité exorbitant. 65% des gens qui auraient droit ne le demandent pas. C'est bien que c'est confus, que ça ne va pas. Donc, il y avait dans les plusieurs scénarios, effectivement, de Christophe Sirugue, puisqu'on y a travaillé, un scénario qui veut qu'on fusionne les deux. RSA activité, prime pour l'emploi, et qu'on créerait une prime d'activité. Donc c'est un scénario qui, moi, me plaît. Et il faut encore faire marcher les machines pour voir qu'il n'y ait pas trop de gens qui soient laissés sur le bas-côté, si ça fonctionne bien. Donc on ne sera pas prêt pour le projet de loi 2014, parce que c'est trop tard aujourd'hui, mais on va faire le dispositif, on va le proposer, et en plus, ce dispositif... La garantie jeune en plus ? Ouais, la garantie jeune en plus, mais justement, j'allais faire le lien, parce que dans ce dispositif, je souhaite que le RSA, ou la nouvelle prime pour l'emploi plutôt, soit adressée aux jeunes depuis l'âge de 18 ans, qui sont aujourd'hui laissés sur le côté. Donc ceux-là, ils pourraient être intégrés dans le nouveau dispositif. Mais il y a combien de primes là? Parce qu'on s'y perd. Le RSA socle, la prime d'activité, la prime pour l'emploi, mais justement, la garantie jeune... Ça fait beaucoup. Mais bien sûr, c'est trop confus. Alors, c'est très différent. D'abord, il y a 9 prestations sociales aujourd'hui. Le RSA socle, c'est le RMI d'avant, c'est le plus traditionnel. Les 2 autres, je veux qu'on les fusionne justement pour en faire qu'un. Mais pas cette année parce qu'on n'a pas le temps, donc on fait ça l'année prochaine. Le dispositif peut être annoncé à la fin de l'année, mais financièrement et opérationnellement, on pourrait le faire l'année prochaine. C'est pas tranché encore. Ça ferait qu'un dispositif qui permettrait au foyer ou à la personne, à titre individuel, qui retrouve un emploi, d'avoir un peu plus à chaque fin de mois parce que c'est difficile pour elle. Donc, c'est la reprise de l'emploi, c'est l'accompagnement. Ça, c'est le dispositif. Puis, la mesure jeune, c'est autre chose, complètement différent. C'est aujourd'hui, et c'est les jeunes que je suis allée voir aujourd'hui dans la journée. Ce sont des jeunes qui sont en pleine galère, qui ne sont pas visés par tous les dispositifs, qui n'ont ni formation. Mais comment on les a choisis, ces jeunes? On a comptabilisé 100 000 au total, 10 000 dans un premier temps. Il y a quoi? Il y a un casting, c'est comme la Starac,
qu'on dit, bah, tiens, toi, t'es pas bien, donc on va te donner, Non, toi. non, Ça va créer des jalousies. On dénombre 900 000 jeunes dans cette situation aujourd'hui en France. On n'a pas la solution de faire un casting, mais c'est la mission locale va créer autour d'elle un petit groupe de travail avec sous la haute houlette du préfet, avec les associations qui sont concernées et qui sont elles sur le terrain pour sélectionner des jeunes qu'on pourrait sortir de la galère. Les enfants de l'assistance publique, comme on disait avant, de l'ASE, les enfants que je vois ou les jeunes que je vois dans les rues, les enfants, ils sont âgés. C'est une mesure qui s'adresse à partir de 18 ans. Donc l'enfant n'est pas le terme approprié. Mais des jeunes qui sont vraiment dans la difficulté et c'est pas une prestation, c'est pas un droit nouveau qu'on crée. C'est un contrat entre le jeune et la mission locale. Un contrat limité dans le temps ? contraignant. Non. Alors, il est pour 1 an, le contrat, en effet, mais tant qu'on ne l'a pas sorti, on le garde. Il y a une espèce d'engagement de non-abandon. On ne fait pas du chiffre, on ne fait pas du turnover. On ne va pas dire chaque année, j'en prends tant. Non, parce que vous le savez, si je vous pose la question, c'est que vous savez que les opposants au RSA disent que l'effet escompté, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on donne le RSA justement pour que les gens retrouvent du travail. En fait, ils ne en retrouvent pas. Ils touchent les allocs et ils travaillent au noir. Non, le RSA socle a été un effet très important pour lutter contre la pauvreté. Quand vous avez un accident de parcours dans votre vie, si vous n'avez pas le RSA, vous êtes vraiment dans la galère. Mais quand on l'a, vous savez que certains constats font que certaines personnes touchent le RSA, continuent à toucher le RSA, et c'est très bien comme ça. Moi, je veux me porter en faux à ce genre de choses. La majorité des gens que je rencontre, il y a peut-être une partie des gens qui sont comme ça, la majorité des gens que je rencontre, elles veulent un emploi. Elles veulent retrouver leur dignité. Mais qu'est-ce qu'on fait des emplois vacants alors ? Le MEDEF dénombre 160 000 emplois vacants cette année, 460 000 l'année dernière en 2012. Alors, le MEDEF dénonce ça. Il y a une réponse qui va être apportée en partie, et notamment qu'a exprimé déjà le président de la République. Les gens se posent des questions. C'est la crise, il y a un pouvoir d'achat qui est en berne chez les Français, et des gens se disent, alors il y en a qui touchent le RSA et en même temps il y a des emplois vacants. Comment on fait ? Alors, sur ces emplois vacants, et c'est le cas en particulier des jeunes, ils disent, j'ai des emplois à disposition, mais je n'ai pas les qualifications en face qui répondent à ces emplois que je propose. Donc effectivement, on va faire une réforme. Soyez encore patients, de la formation professionnelle et de la qualification des jeunes. C'est la politique des petits pas de François Hollande. Non, c'est pas la politique des petits pas. C'est un dossier qui est déjà sur la table, qui est avancé, qui sera annoncé assez rapidement. Pour la formation professionnelle, c'est très important de former des gens qui soient en capacité d'avoir un emploi, puisque les entreprises disent qu'elles ont des postes qu'elles ne peuvent pas pourvoir. Ça, c'est le premier truc. Et la deuxième chose, je me porte en faux. La majorité des gens veulent un travail. Je ne veux plus une société où on stigmatise ceux qui sont dans la misère. Je ne veux plus de ça, parce que ça peut arriver à tout le monde, la difficulté. Et je ne souhaite pas que notre société laisse ces gens sur le bas-côté du chemin. C'est pas ça, la cohésion sociale que je souhaite pour mon pays. C'est pas ça. Merci Marie-Arlette Carlotti et bonnes vacances. Merci.